Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, on parle de la parité, c'est bon pour votre entreprise. C'est ce que nous expliquera Guillaume Lafay, cofondateur de Have You Met Simone. C'est le nom de son entreprise, il est notre invité. Smart et Réglo, la NAO, oui évidemment les DRH connaissent bien cet acronyme, les négociations annuelles obligatoires. On fera le point avec Étienne Pujol, avocat en droit social au cabinet Berilo. Et puis le cercle RH, on parlera de la revalorisation du métier d'enseignant, on parlera du projet de loi de finances avec ce presque 1 milliard pour revaloriser les salaires. Est-ce que cela suffira? On fera le point avec des experts, parmi lesquels des enseignants. Et puis fenêtre sur l'emploi, les entreprises TPE, PME dans le dur avec beaucoup de défaillances d'entreprises. On fera le point en chiffres avec Anthony Stretcher, il est le président de l'association GSC, Garantie Sociale des chefs d'entreprise. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. La parité, on en parle bien dans son job. La parité, c'est bon pour l'entreprise et on va essayer de savoir pourquoi, évidemment, avec Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Bonjour Arnaud. Cofondateur de Have You Met Simone. Je trouve que le nom de votre entreprise créée en 2021 est un nom totalement disruptif et incroyable. D'abord, pourquoi Have You Met Simone? Ça part d'où ça? Alors déjà, l'idée de notre cabinet, c'est de sortir un peu des codes. Oui, là vous sortez des codes. C'est déjà de réussir à prononcer le nom de notre marque. Ouais, c'est vrai. Déjà un premier enjeu, bravo Arnaud. IMS, plus facilement. Non, plus sérieusement, l'idée c'était de sortir des codes parce que moi j'ai 10 ans d'expérience dans le recrutement, mon associé aussi. On a travaillé dans des cabinets qui ont pignon sur rue et qui ont des codes qui sont les mêmes depuis 20 ans et 30 ans. Là vous dites on dépoussière tout. C'est l'idée. Et de par le nom, de par aussi les couleurs que vous retrouvez sur notre site, on veut un peu se décomplexer, être authentique dans notre approche. Et le Have You Met Simone, si on se projette sur un process de recrutement, vous êtes le client Arnaud, je suis votre consultant en recrutement, vous rencontrez naturellement des hommes dans notre shortlist, parce que sur des fonctions clés, c'est plus facile de trouver des hommes que des femmes. Et ben là, au moment de prendre la décision de recrutement, on va vous poser cette fameuse question, est-ce que vous voulez rencontrer Simone? Parce que pour prendre la décision finale de choisir la bonne candidate, ça va vous éclairer, potentiellement vous allez choisir Simone. Il y a un rapport pour revenir à un sujet, alors moins sur Simone, mais plus sur l'OIT en 2019, que la parité au poste clé augmente entre 5 et 20% les bénéfices d'une entreprise. Ça, c'est intéressant parce que la loi Rixin est passée par là, entreprise de plus de 1000 salariés, obligation d'avoir une parité dans les COMEX avec un délai, et j'imagine qu'évidemment, vous êtes en train, entre guillemets, de surfer sur cette question parce que vos DRH, vos clients vous disent « il me faut des femmes ». C'est ça que vous entendez? C'est ça qu'on entend. Après, je pense qu'on l'entend pas encore suffisamment. La loi Rixin est bien connue sur cette problématique des quotas. Et c'est, je pense, la bonne manière d'avancer rapidement. La loi Rixin vise plus globalement à réduire les inégalités de revenus entre les hommes et les femmes et donner du pouvoir, rééquilibrer le pouvoir en fait sur les fonctions de direction. C'est un moyen d'arriver. Et moi, je trouve personnellement que c'est pas simple de se dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est déséquilibré pour les femmes. Aujourd'hui, la représentation des femmes dans les CODIR en Europe, c'est 22%. La loi vise à ce que d'ici 2026, on soit à 30%, puis à 40%, mais c'est pas une fin, quoi. Il y a vraiment un enjeu global à prendre en main. Revenons à votre activité IMS pour rencontrer Simone. Donc, concrètement, vous accompagnez ces femmes parce qu'il y a une réalité chez ces femmes que vous appelez, vous chassez des têtes. Elles vous disent « mais je ne suis pas du tout faite pour le poste, je ne serai pas au niveau ». Ça aussi, vous l'entendez. Et donc, de fait, vous devez les accompagner. Absolument. On accompagne une communauté de Simone qu'on construit. Là, c'est vraiment la communauté de Simone. Vous allez jusqu'au bout du... On les appelle les Simone. Ce sont nos Simone. On les accompagne. Après, on n'est pas coach, donc il y a des entreprises, et je crois que vous avez rencontré récemment une certaine Garance qui est spécialisée là-dedans. Donc nous, on ne fait pas du coaching, mais on les accompagne dans leur projet, on leur donne des infos sur le marché, et puis surtout, on essaye de les mettre en confiance. Parce que finalement, on se rend bien compte que si vous prenez un poste de direction dans un environnement très masculin, c'est compliqué de réussir à bien s'intégrer et d'être épanoui dans cet univers. Et c'est aussi pour ça qu'on a construit une offre complémentaire
On a des coachs partenaires qui sont là pour accompagner l'intégration de nos candidates sur des postes de direction, des postes Donc, clés. il y a du coaching et il y a effectivement ce plafond de verre de femmes qui vous disent, pourtant vous les avez détectées, il y a des secteurs sur lesquels il y a plus de difficultés à trouver des femmes. On le sait, la tech par exemple, aujourd'hui il y a des grosses difficultés. Comment vous faites? Vous avez des techniques chez IMSS? Alors, on a une méthodologie de chasse que nous maîtrisons, Clémence et moi. Après, c'est aussi, au-delà de la méthode, c'est une approche. De se concentrer sur la chasse de candidates, c'est aussi arrêter de regarder les parcours et les expériences, se concentrer sur les compétences. Et c'est aussi ça qu'on veut, le message qu'on veut faire passer aux entreprises et à nos clients, c'est d'arrêter de regarder les CV, de sortir du côté un peu clonage qui existe sur le marché du travail, notamment sur des fonctions clés. C'est vrai. De dire, et accepter de prendre certains risques. Un pas de côté aussi sur le... Absolument. Et de regarder vraiment les compétences. Donc nous, on est aussi là pour évaluer les compétences techniques et comportementales de nos candidates. IMSS, votre structure, c'est un homme, une femme, il y a la parité, Absolument. donc là vous êtes vraiment tout à fait au clair. Quelles sont les qualités des femmes? Parce qu'il y a aussi un enjeu pour vous en tant que chasseur de tête, c'est de vendre à votre client les qualités d'une femme par rapport à celles d'hommes. Alors, je vais aller en contresens de ce que vous dites, Arnaud, si vous me le permettez. Elles n'ont pas de qualité. Non, c'est pas ça, c'est que pour nous, on différencie pas les compétences féminines et masculines. En fait, il n'y a pas de compétences genre... Parce que parfois on l'entend. On l'entend et c'est bien le problème. Elles sont moins guerrières, elles sont plus dans la négociation. Oui. C'est terrible et on l'entend de la part de nos clients, c'est pour ça qu'on va avoir ce combat. Je pense qu'un homme n'est pas moins empathique ou à l'écoute qu'une femme, et une femme n'est moins guerrière, directive ou autoritaire qu'un homme. En fait, il y a une construction sociale qui fait qu'il y a des traits de personnalité qui se dégagent au fur et à mesure de l'évolution des hommes ou des femmes. Ça, c'est intéressant, vous prenez le contre-pied total. Vous absolument, il n'y a pas de différence, arrêtez de les séparer. Absolument. Et justement, il faut redonner aussi confiance aux femmes là-dessus. Vous pouvez très bien prendre des postes à responsabilité et avoir un management qui soit autre chose qu'un management simplement doux et empathique. Parce qu'on entend ça. Hein. Nous, on a déjà entendu, on est en train de réfléchir à diffuser certaines pépites machistes avec mon associé Clémence Bruno. Parce qu'on entend encore des clients qui nous disent là, on aimerait bien une femme sur ce job parce qu'on aimerait un management qui soit doux, empathique, à l'écoute. On cherche la maman, quoi, la douceur de la maman. C'est ça le cliché. Totalement en fait. faux. C'est absolument cliché. Donc vous dites qu'une femme peut s'autoriser aussi, au risque d'ailleurs de sortir un peu du cadre, d'avoir un management agressif et un peu guerrier. Enfin, c'est ça que vous dites. Oui, absolument. En tout cas, le management qui lui est propre et autre chose, et je veux citer Marie-Pierre Rixin, on parlait de la loi Rixin. À l'origine de cette loi. Elle dit « Émanciper les femmes, c'est émanciper les hommes ». Et c'est une phrase que je partage totalement parce que je m'émancipe en tant qu'homme dans cet engagement et dans ce projet à Viumet Simone. En fait, l'idée, c'est simplement d'être soi-même. Et on a le droit d'être un homme avec des traits de personnalité qu'on va soi-disant dire comme étant féminin et inversement. En fait, il n'y a pas de compétences ou de personnalité genre. Ça passe, votre méthodologie, parce que votre entreprise est jeune, hein, vous avez 10 ans d'expérience et là, vous la valorisez au sein de IMSS. Ça se passe comment, là? Ça se passe très bien, mieux que prévu. On est vraiment ravis du développement de l'activité. La loi Rixin vous aide ou pas, franchement? Pour le moment, non. Pas encore. Parce que nos premiers clients, on a une quinzaine de clients aujourd'hui, sont des clients qui sont là, soit parce qu'on a du réseau et on joue avec ce réseau évidemment, soit parce qu'ils ont naturellement des convictions. Mais évidemment qu'on va entre guillemets profiter de la loi Rixin. Mais je tiens à rappeler qu'à Viumet Simone a été créé d'ailleurs par mon associé, je l'ai rejoint assez vite, par Clémence Bruno, a été créé avant que la loi Rixin sorte. Donc on n'est pas là par opportunité. Voilà, c'est pas un opportunisme de marché, mais il y a vraiment l'idée de pouvoir transformer le recrutement et l'accession des femmes à des postes clés. C'est votre mission, Guillaume Lafay et votre associé, vous l'avez cité. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Merci. À Viumet Simone, j'ai envie de dire en route Simone, on a dû vous la faire. En voiture Simone. En voiture Simone, exactement, puisque c'est le titre, l'un des noms dans votre marque d'entreprise. Merci Guillaume Lafay, cofondateur de Viumet Simone. On passe à Smart et Réglo. Le droit, évidemment, quand on est un jeune entrepreneur ou une grande entreprise, on passe par les NAO. Qu'est-ce que c'est que ces NAO? Les DRH savent exactement ce que c'est et on en parle tout de suite avec Étienne Pujol. Smart et Réglo, la NAO, bah oui, Smart Job, la NAO, les DRH, la NAO, ils connaissent. On va tout vous expliquer avec Étienne Pujol. Bonjour Étienne, avocat en droit social, cabinet Berilo. La NAO, il est quand même question de pouvoir d'achat et j'ai entendu, peut-être me trompais-je, mais qu'il y avait de nouvelles négos. Il y a eu une première négo, puis il y a de nouvelles négos NAO. D'abord, c'est quoi la NAO, l'acronyme, ça veut dire quoi? Oui, alors l'acronyme vaut pour négociation annuelle obligatoire. Donc comme son nom l'indique, c'est une négociation, donc on implique les partenaires
partenaires sociaux et notamment les délégués syndicaux, puisque ça ne vaut que pour les entreprises qui disposent de délégués syndicaux. Annuel, ça veut dire que l'employeur doit prendre l'initiative d'engager des négociations sur cette NAO chaque année. Et obligatoire, ça veut dire que s'il ne le fait pas, il peut être sanctionné. Donc il n'y a pas d'obligation de conclure un accord sur cette NAO, mais en revanche, l'employeur a l'obligation d'initier cela et il le fait normalement une fois par an. L'actualité, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ceux qui ont fait leur NAO 2022 en début d'année, à une époque où il n'y avait pas encore d'inflation, eh bien, il y a une forte pression pour soit réouvrir les négociations pour 2022, soit anticiper les négociations pour 2023. En tout cas, c'est un sujet. J'ai 2 questions avant de poursuivre cet échange. Les entreprises qui n'ont pas de délégués du personnel ou de syndicats, comment elles font ? Alors, elles ne sont pas obligées d'engager des NAO. Maintenant, elles vont avoir, elles aussi, et on constate quotidiennement, une grosse pression pour augmenter les salaires. Et ça revient... Alors, s'il n'y a pas d'interlocuteur au niveau CSE, oui. Ça va être des demandes individuelles auxquelles l'employeur va répondre de manière peut-être collective, mais peut-être individualisée aussi, parce que chaque cas est unique. Ça intervient notamment dans les petites entreprises. Les grosses, elles ont normalement un CSE et parfois un délégué syndical. Donc, elles ont un interlocuteur qui fait l'intermédiaire entre tous les salariés et la direction. Donc, inflation, ceux qu'on négocie en début d'année repassent de nouveau dans les négos, les syndicats seront autour de la table. C'est quoi les outils dont dispose l'entreprise justement pour engager ces négociations qui sont en général un peu tendues quand même ? Ils sont un peu tendues et c'est pour ça que parfois on aboutit à un constat de désaccord et donc il n'y a pas d'accord sur les augmentations. Le premier outil, c'est évidemment celui qui est demandé par les organisations syndicales, c'est une augmentation du salaire. Pourquoi ? Parce que ça grave dans le marbre l'augmentation, ça vaut comme étalon pour les années suivantes, etc. etc. Et on cotise à la retraite sur l'augmentation du salaire. Exactement, on a vu d'ailleurs les débats parlementaires entre ceux qui étaient tenants d'une prime à l'occasion des discussions sur la prime pouvoir d'achat et ceux qui étaient les tenants plutôt d'une augmentation salariale. Donc le premier outil qui est demandé, c'est augmenter le salaire pour que tous les salariés bénéficient d'un rehaussement. Ça, c'est l'étape 1 la plus classique. Exactement, c'est le plus classique, mais ça présente l'inconvénient d'être taxé comme du salaire. C'est-à-dire c'est du salaire, donc il y a des charges sociales associées à ça et il y a de l'impôt sur le revenu associé à ça. Or, l'employeur et les salariés aussi, mais souvent ils sont moins conscients, il y a d'autres outils qui permettent d'augmenter le pouvoir d'achat sans pour autant alourdir la facture pour l'employeur et en allégeant aussi le pouvoir d'achat des salariés. Donc ça serait du gagnant-gagnant. Il faut simplement avoir ces outils en tête. Donc la prime de valeur ajoutée. La prime de valeur ajoutée. C'est la prime Macron. C'est la prime dont on a parlé la dernière fois. C'est une prime plafonnée à 6 000 € par an. C'est quand même pas anodin. Alors sur les précédentes versions de la prime, la moyenne était autour de 600 €. Là, on estime, on anticipe, en tout cas les premières négociations que l'on voit, conduisent à une augmentation assez significative de cela. Mais Stellantis, 1 000 € pour les ouvriers. Exactement, c'est ce qu'ils ont annoncé il y a quelques jours. Je pense que ça rentre dans le cadre de la prime de partage de la valeur. Mais il y a cet inconvénient aussi que si on voit quelque part la volonté des salariés d'avoir leur pouvoir d'achat augmenté, les entreprises, elles aussi, sont dans l'incertitude face à l'avenir. Il y a un renchérissement du coût du crédit, il y a un aléa qui est lié quand même à la guerre et aux tensions d'approvisionnement notamment. Donc les employeurs ne peuvent pas se prononcer sur le long terme. Et il y a d'autres outils qui peuvent être mis en exergue. Les RTT par exemple ? Les RTT, le rachat de RTT qui peuvent être défiscalisés ou faire l'objet d'exonération de cotisations patronales. On attend le décret pour ces outils-là. Il y a aussi un outil qui peut être utilisé et qui n'est pas assez utilisé, y compris dans les petites entreprises, c'est l'outil accord d'intéressement. Oui. La loi pouvoir d'achat de cet été autorise un déblocage anticipé de l'intéressement ou de la participation au titre de 2022, donc ne pas hésiter à l'utiliser, voire même pour l'employeur d'abonder, parce que l'employeur peut rajouter... Mais la prime de partage de valeur, il faut que l'entreprise ait signé un accord d'intéressement. Donc on ne peut pas utiliser et utiliser le levier de la prime de partage sans que l'entreprise ait préalablement mis en place l'intéressement. En fait, ça vient se rajouter à ce millefeuille et l'outil d'intéressement est quand même, on ne le dira jamais assez, un outil assez utile d'associer le partage de la valeur avec les salariés et la direction. Un mot avant de nous quitter, même plusieurs. Comment l'entreprise s'y prend lorsqu'on est sur le premier niveau de la fusée, c'est-à-dire quand il faut négocier les salaires, parce que les salariés disent nous on est à 5 temps d'inflation, mais l'employeur explique qu'il a déjà
déjà augmenté. Comment ça se passe? Oui, alors concrètement, c'est une très bonne question. Concrètement, comment l'employeur peut anticiper cela? L'employeur, il doit déjà faire un audit déjà de sa marge de manœuvre financière. Puisque combien il a en caisse? Voilà, combien il a en caisse et se projeter sur 2022 et 2023 sur combien il peut espérer avoir en caisse. Et puis, même si la loi dit que ça ne doit pas se substituer au salaire, eh bien faire cet audit de tous les outils en sa possession et sur quel levier pouvoir jouer pour présenter. C'est vraiment une négociation, donc ça s'anticipe, on fait un état des lieux et après on vient devant les délégués syndicaux, on leur dit voilà, je pourrais voir cette partie augmentation de salaire, mais compte tenu du contexte, j'ai pas envie de me retrouver l'année prochaine à devoir faire un plan social parce que je vous ai donné trop d'argent. Donc c'est un peu du poker, là on a des cartes. Exactement. C'est vrai, hein. On ne met pas tout carte sur table, on garde quelques atouts en main, etc. C'est de la négo. C'est de la négo, c'est du donnant-donnant, et puis on va jouer sur telle partie, peut-être une revisite de l'accord d'intéressement avec des paramètres un peu plus larges qui permettent de donner plus d'intéressement. Chacun doit arracher quelque chose ou protéger quelque chose. Exactement, et puis se laisser de la poire pour la soif de la négociation pour que les représentants du personnel puissent aussi aller voir les salariés en disant on n'a pas obtenu autant qu'on aurait voulu en termes d'augmentation de salaire, mais regardez, vous avez aussi tel outil, tel outil, tel outil. Jamais humilier l'adversaire. Ne jamais humilier l'adversaire et puis faire en sorte que la négociation, tout le monde s'en sorte par le haut. C'est ça. C'est-à-dire, parvenir à un accord sur la NAO, c'est pas anodin en termes de dialogue social. Ça montre que tout le monde a eu sa part. Et que le dialogue a eu lieu. Et que le dialogue a eu lieu. Et puis ça accrante aussi pour l'avenir le succès de ces négociations-là. Et tout le monde peut s'estimer gagnant à la fin. Donc c'est en ce moment, il y a beaucoup d'entreprises qui sont dans des négociations NAO en ce moment. Exactement. C'est la raison pour laquelle. D'ailleurs maintenant qu'attendre encore un peu plus, que l'inflation continue d'augmenter, etc. etc. Je vous avais dit que ça allait s'arrêter en mars. J'ai le sentiment que ce n'est pas tout à fait acquis. Non. Merci Étienne Pujol, cabinet Berilo, spécialiste en droit social et en droit du travail. Merci d'être chaque semaine avec nous sur le plateau. On fait une courte pause. On va s'intéresser, alors là c'est une très grosse entreprise publique, c'est l'Éducation nationale. Là aussi il y a un débat sur les revalorisations de salaire avec presque 1 milliard annoncé dans le projet de loi de finances. Est-ce que cela va suffire? Est-ce que cela passe uniquement par des revalorisations salariales? On parlera de l'absentéisme, on parlera de ces professeurs mal formés aussi et qui sont aujourd'hui en train d'enseigner. On fait le point avec des experts. Dans le cercle RH, on parle de l'enseignement, une grosse machine administrative. On fait le point, ça sera dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat quotidien de Smart Job. On évoquait les NAO, vous savez, ces négociations salariales entre les salariés et les DRH. Alors comment ça se passe dans l'éducation nationale? C'est pas du tout pareil. On va revenir évidemment sur ces revendications des professeurs, trop mal payés. Quand on regarde le salaire des professeurs sur le plan européen, la France est vraiment très basse. On va revenir évidemment sur la revalorisation, sur le projet de loi de finances, puisqu'il est annoncé presque 1 milliard, pas tout à fait, de revalorisation. Qui pourra en bénéficier? Puis on va essayer d'élargir évidemment sur la manière dont on recrute, dont on accompagne ces profs en termes de ressources humaines, parce qu'après tout, l'éducation nationale pourrait être gérée comme une entreprise sur le plan de sa gestion du personnel, et ce n'est pas le cas. C'est très compliqué évidemment, les mutations, les choix d'affectation, tout ça est très complexe, et on fait le point avec mes invités. Élise Capéran, merci d'être avec nous physiquement sur ce plateau, secrétaire nationale chargée du secteur formation et développement professionnel SE UNSA. Nous serons en ligne avec Sophie Vénétité, elle est secrétaire générale et porte-parole SNES, elle a eu quelques petits soucis, je mets les parenthèses, avec le Covid évidemment qui plane. Merci d'être avec nous Sophie, en tout cas par téléphone. Et puis Asma Benenda, vous êtes avec nous de Londres. Alors, on voyage beaucoup aujourd'hui, économiste, spécialiste des politiques éducatives au Search Fellow University du Collège de London. Vous êtes une chercheuse et vous avez sorti ce livre, Tous de bons profs, un choix de société chez Fayard. Avant de donner la parole aux deux représentants des syndicats qui suivent de très près, évidemment, cette question des ressources humaines au sein de l'éducation nationale et du projet de loi de finances. Asma, je vous donne la parole parce que comment vous regardez notre modèle éducatif? D'abord, vous nous parlez de Londres, vous avez un peu de recul parce que vous êtes en capacité de comparer tous les modèles et celui britannique. Comment vous le regardez, notre modèle? On se souvient d'une phrase terrible d'un ministre qui avait dit il faut dégraisser le mammouth. Il était ministre de l'Éducation nationale et il ne parlait pas des profs à l'époque. Il expliquait qu'il y avait une bureaucratie, une lourdeur qui faisait que finalement on n'arrivait pas à gérer cette grosse machine. On en est toujours là finalement, Asma? Oui, c'est vrai qu'il y a une forte inertie dans l'éducation nationale, mais aussi paradoxalement,
on a un manque de visibilité avec des réformes qui s'enchaînent et on a beaucoup de mal à comprendre quelle est la vision politique du gouvernement, des gouvernements successifs, pas particulièrement celui-ci, en termes d'éducation nationale et plus particulièrement quand il s'agit des enseignants. Donc c'est vrai que on a des annonces qui s'enchaînent, mais on a du mal à comprendre quelle est la vision globale qui est sous-jacente à ces différentes annonces. Juste, Asma, je vais donner la parole à Élise qui est avec nous en plateau, mais il y a beaucoup de professeurs avec qui on parle, et on a tous des proches, des amis qui ont été profs ou qui le sont toujours et qui vous disent moi, ce que j'aime dans mon métier, c'est évidemment la relation avec la classe, les élèves, ça me grandit, mais ce que je déteste, c'est la manière dont l'administration me traite. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des études de l'OCDE sur la satisfaction au travail des enseignants. Les enseignants, par rapport à d'autres professions, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ont une forte satisfaction au travail. Et c'est un métier de vocation. Donc c'est un métier où on donne un fort sens à son travail par rapport à la moyenne d'autres métiers en général. Mais c'est vrai que le point d'accroche, souvent dans les enquêtes de l'OCDE, je pense notamment à l'enquête Thalys, qui fait une enquête sur l'ensemble des pays développés, le point d'accroche dans l'ensemble des pays, et pas seulement en France d'ailleurs, c'est la relation, comme vous l'avez dit, avec l'administration, le fait de ne pas se sentir accompagné et de ne pas se sentir soutenu. Il y a ce point d'accroche, et le deuxième point d'accroche, j'imagine qu'on va y venir, c'est effectivement les salaires qui ne sont pas à la hauteur du rôle social qu'assurent les enseignants. Merci. Aujourd'hui. Merci Asma. Élise, deux sujets. La relation avec l'administration, vous êtes CPE, vous êtes intégralement détaché pour le syndicat UNSA, mais vous avez été dans des collèges ou dans des lycées, CPE, on organise la vie en dehors des cours. L'administration, c'est un vrai sujet, et la manière, les ressources humaines au sein de l'éducation nationale, ça existe ou pas? Il y a vraiment une politique de ressources humaines ou pas? Comme dans une vraie entreprise privée, elles viennent sur ce plateau et elles nous racontent comment elles font. Il y a des ressources humaines dans l'éducation nationale? Bien sûr, il y a une direction générale des ressources humaines au niveau du ministère et qui se décline dans chaque académie, dans chaque rectorat. Vous parlez d'administration. L'administration, c'est notre employeur, finalement. Donc, effectivement, c'est un sujet qui, les relations avec notre employeur, particulièrement ces dernières années, n'ont pas été des plus fluides et des plus sereines. Il y a eu une gestion extrêmement descendante qui a fait beaucoup de mal. Qui a beaucoup remis en cause l'épanouissement professionnel dont parlait Madame. Et donc, oui, c'est un sujet central, effectivement. Rentrons dans le vif du sujet, parce que le deuxième point d'accroche, c'est les mots d'Asma, c'est le salaire. Oui. Projet de loi de finances, presque 890 millions d'euros, et quelques virgules. Voilà, exactement, près d'1 milliard. Le salaire moyen, si j'ai bien lu, c'est 2 400 euros, 2 600 pour un titulaire et 3 700 pour un capétien. Je me trompe ou pas? Un peu pour un capétien, c'est-à-dire pour un certifié, vous voulez dire? Alors vraiment en fin de carrière. En toute fin de carrière. Non, la moyenne, elle est effectivement, elle serait plus autour des 2400 et c'est déjà une moyenne. On démarre à combien? On démarre, alors on ne démarre pas à 2 000 euros, on doit démarrer. 1008 ? Non, c'est en net, on n'est pas du tout à 1008, hein, on est sur 1 400, 1 500 euros environ, vraiment quand on démarre. Donc 250 euros au-dessus du SMIC net, on est d'accord. C'est bien pour ça que quand le président notamment nous parle d'un enseignant qui ne débute, aucun enseignant qui ne débutera en deçà de 2 000 euros, on dit c'est à partir de quand ? Est-ce que c'est dès l'année de stage ou est-ce que c'est à l'année de titularisation? Ça fait partie des sujets qui vont être sur la table, en tout cas que nous poserons dans les discussions qui vont s'ouvrir. Pour être concret, je donne la parole à Sophie Vénétité, mais quand vous dites le stage, c'est quand on est maîtrox, puisqu'on ne dit plus maîtrox, mais quand... C'est quand on vient d'avoir le concours. On a le concours, oui. et qu'on va intégrer l'éducation nationale. Mais on a eu ces professeurs non formés qui sont arrivés. Ça, ce sont les contractuels. Ce sont les contractuels. Ouais. Ils bénéficient de l'augmentation ou pas? Je ne crois pas qu'il soit dans les discussions, mais c'est
on est sur d'autres. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Ils ont remplacé au pied levé, ils sont devant des classes payées aussi très mal. Bien sûr qu'il ne faut pas les oublier. Alors, nous, on est, notre positionnement par rapport à ces collègues-là, c'est bien de les sécuriser et de leur faciliter l'accès à l'emploi titulaire. Sophie Vénétité, vous êtes sur quelle ligne aujourd'hui dans ce qui est annoncé? C'est un projet de loi de finances, puis après vous allez négocier, j'imagine, avec les instances au ministère de l'Éducation nationale. Le 2000 €, là, vous dites c'est sonnant et trébuchant, on y est, c'est acquis, ou vous avez quelques doutes sur l'annonce du président Macron? On a quelques doutes sur les annonces du président Emmanuel Macron, puisqu'il faut se rappeler que pendant la campagne présidentielle, notamment dans l'entre-deux tours, il avait fait des promesses. Il avait notamment fait la promesse que tous les enseignants verraient leur salaire augmenter de 10% sans contrepartie en janvier 2023. C'était ses propos dans l'entre-deux tours. Or, il se trouve que ces dernières semaines, on a eu la confirmation d'abord que ça ne se réaliserait pas en janvier 2023, mais en septembre 2023. Et ensuite, avec les annonces budgétaires du début de semaine, on a également eu la confirmation que tous les enseignants ne seraient pas augmentés de 10% sans contrepartie en septembre 2023. Donc il y a quand même une tromperie sur les promesses présidentielles, et pour ça il suffit de regarder les chiffres. On nous annonce un budget de 935 millions d'euros pour les salaires pour 2023, donc 635 millions d'euros pour augmenter les salaires sans contrepartie. Nous, on a calculé, si on voulait augmenter de 10% les salaires de tout le monde en 2023, il faudrait 1,2 milliard. Donc très concrètement, on voit aujourd'hui que la promesse d'augmenter de 10% tous les enseignants et globalement les personnels de l'éducation nationale en 2023 ne sera pas tenue, alors même qu'on sait qu'il y a urgence à augmenter nos salaires. Élise Capéran, il y a le salaire et il y a les souffrances au travail. Et la difficulté d'enseigner aujourd'hui pousse les enseignants soit à démissionner, démission sèche, soit à dire « je ne suis pas assez payé pour le travail qu'on me demande de faire ». Vous les rencontrez, ces enseignants en souffrance qui vous disent « moi je suis au bout du rouleau, je suis dans des quartiers difficiles, je ne suis pas accompagné, je suis seul face à des classes, je ne suis pas assez formé ». Vous les voyez, ces enseignants? Bien sûr qu'on les voit, bien sûr qu'ils nous sollicitent parce qu'effectivement, voilà, ils rencontrent les difficultés que vous soulignez. Ce sont des métiers dont la charge de travail s'est vraiment alourdie, qui sont devenus de plus en plus complexes. Mais de façon très logique, hein, la société elle-même devient de plus en plus complexe et les problèmes ne s'arrêtent pas à la porte des établissements. Donc oui, ces collègues nous sollicitent, font part pour la plupart effectivement soit d'un mal-être réel, soit d'une grande désillusion finalement à ne plus pouvoir vivre correctement et vivre surtout d'un métier pourtant qu'ils aiment profondément. Juste un mot, et je poserai la question à Asma Benenda, parce qu'il y a eu un débat, vous vous souvenez, Ségolène Royal avait évoqué l'idée que les enseignants, parce que parfois pointés du doigt sur les vacances, sur le temps de travail, disaient mais il faudrait qu'ils soient dans l'établissement 35 heures, c'est-à-dire pour aligner globalement le temps de travail des enseignants sur celui du privé. Alors ça suscite toujours un vrai débat. Est-ce qu'on réorganise le temps de travail? Est-ce qu'on repense à côté du salaire, puisqu'il y aura des contreparties, a dit le président Macron? C'est quoi les contreparties? Qu'est-ce que vous allez devoir faire pour justifier cette augmentation? Parce que ça, c'est un sujet d'achoppement. Oui, mais on attend justement que des précisions sur. Vous les avez pas, ces contreparties? Non, on les a pas. On a bien une idée. Enfin, effectivement, on sait bien que voilà, la boîte du sujet temps de travail, on veut de nouveau l'ouvrir en oubliant quand même à chaque fois que il y a le temps d'enseignement, il y a le temps de préparation, il y a le temps de correction, il y a le temps d'accompagnement, il y a le temps de rencontre avec les familles. Il y a tous ces temps qui s'ajoutent aux heures d'enseignement. Mais on touche à rien. Je veux dire, est-ce que vous êtes prêts, et je poserai la question à Sophie, mais est-ce qu'il y a une réflexion à mener, je dirais, sur la manière dont on organise la semaine d'un enseignant? En tout cas, si on a une à mener, elle est peut-être plutôt du côté de l'allègement que des tâches supplémentaires. Reconnaissons déjà ce qui est fait. Après, on pourra discuter d'autres choses. Asma, comment vous réagissez à l'interpellation que je fais ici en plateau à Élise Capéran? On repense le modèle, parce que certains disent à la fois il y a de la souffrance des enseignants qui n'arrivent pas à transmettre les cours, de l'autre on a des résultats à la sortie de nos élèves qui ne sont pas forcément très bons, et on met beaucoup d'argent sur la table aussi. Comment vous regardez cette équation un peu complexe? Oui, c'est vrai, je rejoins ce que vient de dire Madame sur le fait que le temps d'enseignement ne représente qu'une partie du temps de travail des enseignants, et effectivement
il y a cette question de est-ce que il faut augmenter le temps de travail des enseignants. Ça a été ouvert avec Nicolas Sarkozy qui a très fortement encouragé les heures supplémentaires HSE, les heures supplémentaires années et les heures supplémentaires effectives des enseignants. Donc on a ce débat que si l'idée c'est qu'on va payer plus les enseignants parce qu'ils vont faire des heures supplémentaires, c'est pas vraiment payer plus les enseignants. C'est vrai. C'est juste ils vont faire plus d'heures supplémentaires et du coup ils vont être plus payés. C'est logique. C'est pas une valorisation. Donc c'est pas une revalorisation. Donc je pense qu'il y a deux questions qui sont distinctes ici. Soit on revalorise le salaire des enseignants à la hauteur au moins des pays comparables autour de nous en Europe, ou bien on dit on le laisse ce salaire de base et on ajoute une part variable au salaire des enseignants et ça. J'ai l'impression qu'on va plus vers ce second point-là que sur le premier. Ben oui, Asma, et une prime de résultat. C'est ça. Exact. Juste, je pose la question à Sophie Vénétité, parce que ça, c'est le sujet qui brûle. Parce que vous soulevez un sujet, je dirais, très anglo-saxon. C'est-à-dire, il y a eu l'idée que des professeurs, en fonction de leurs résultats, puissent être mieux rémunérés. Ça avait été évoqué, effectivement, par Nicolas Sarkozy. Vous en pensez quoi, Sophie? Parce que plus d'argent, ça veut dire une meilleure éducation et un meilleur résultat à la sortie? Et un PISA qui remontera d'un coup? Alors, il faut bien distinguer de quoi on parle. D'une part, la question de l'investissement dans l'éducation nationale, et effectivement, il y en a quand même bien besoin quand on regarde, par exemple, l'état de nos salaires ou même l'état de nos conditions de travail, parce qu'aujourd'hui, être enseignant en collège ou en lycée, c'est devant des classes de 28, 30, 35 élèves, voire plus. Donc là, il y a quand même aussi un sujet de conditions de travail qu'il va falloir poser à un moment ou à un autre. Ensuite, il y a un deuxième sujet qui est celui qui vient d'être abordé, d'une forme de prime au résultat, qui est, comme vous l'avez dit, finalement quelque chose qui est dans une logique très anglo-saxonne, mais qui n'est pas, à notre sens, nous, c'est issu la logique du service public. La logique du service public, c'est bien d'assurer le fonctionnement de l'éducation nationale sur l'ensemble du territoire, dans un objectif de continuité du service public, où on travaille tous dans le même sens et où la logique de concurrence irait en fait à l'encontre de cette logique où on cherche tous à travailler dans le même sens pour nos élèves. Très concrètement, la prime au résultat, c'est mettre en concurrence les enseignants pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait qui puissent décrocher la timbale de la prime au résultat. Mais on sait que ça va briser un peu les solidarités dans une équipe, alors que nous, on a besoin de travailler ensemble. Moi, par exemple, j'enseigne en lycée. Dans les classes que j'ai, on est une équipe de 10, parfois 20 maintenant. Avec la réforme du lycée, on est parfois 20 ou 30 professeurs dans une équipe. On a besoin de travailler ensemble. Et c'est pas en nous mettant en concurrence les uns les autres qu'on va bien travailler ensemble. C'est plutôt en faisant en sorte qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions et que ce travail-là soit reconnu. Élise Capéran, on termine le débat qui est passionnant. J'aurais aimé rester plus longtemps, j'avais plein de questions. Quand même, un vieux sujet qui est toujours sur la table, et je ne sais pas si cette valorisation liée au projet de loi de finances va changer les choses, mais les professeurs les mieux notés se retrouvent dans des lycées parisiens de l'élite, et puis les jeunes profs débutants, on les envoie en Seine-Saint-Denis. Enfin, est-ce qu'il y a comme ça, en termes de ressources humaines, il n'y a pas un peu à la fois du gâchis et on ne met pas en danger des enseignants qui, à la fois, ne sont pas formés et sont face à des publics face auxquels il faut avoir beaucoup d'expérience? Alors, c'est pas forcément l'évaluation. C'est vrai ce que je dis. C'est l'ancienneté qui va faire que... Enfin, voilà, vous avez rappelé toute la complexité de notre RH et notamment sur les affectations. Voilà, vous savez qu'on a un système de points qui nous permet de tenir... et les points, les fameux points, ne sont pas liés à l'évaluation, ils sont liés à notre ancienneté, ils sont liés à notre situation personnelle, etc. Donc, il faudrait l'indexer à l'évaluation professionnelle plus qu'à l'ancienneté, c'est-à-dire à l'ancienneté, chaque année, on prend des points, qu'on soit bon prof ou mauvais prof, on va monter quand même. On aura les points. Je pense que je vais m'inscrire dans les propos de ma collègue Sophie Vénétité. C'est pas le sens de nos métiers, c'est pas le sens du service public. Voilà, le sujet, c'est pas cette boîte-là qu'il faut ouvrir. Les sujets qui sont à évoquer, ce sont effectivement les sujets de rémunération, de conditions de travail et de mobilité géographique et professionnelle. Ça, oui, ce sont des sujets sur lesquels on peut travailler. Merci à vous trois, mesdames. Merci à Asma Benenda qui nous parlait de Londres avec ce livre que je présentais au début de l'émission, Tous de bons profs, un choix de société. C'est votre livre et vous êtes économiste spécialiste des politiques éducatives au Search Fellow University College de Londres. Merci Asma, merci
Merci à Sophie Vénétité, on aurait beaucoup aimé vous avoir sur le plateau, mais vous reviendrez, j'en suis sûr, parce que c'est le début des négos et on va suivre d'assez près ce travail RH, parce que c'est à la fois de la négo et c'est de la RH, secrétaire général et porte-parole du SNES FSU. Puis merci à Élise Capéran d'être venue physiquement avec nous, secrétaire nationale chargée du secteur formation développement professionnel à l'UNSA, syndicat des enseignants, mais aussi des CPE, des PsyEN. Qui est la branche UNSA des enseignants. Merci à vous trois, mesdames, d'être venues sur le plateau. On termine évidemment avec Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, focus sur les TPE, PME. Quelle est leur situation au moment où on se parle? On va en parler avec Anthony Stretcher, il est président de l'association GSC, Garantie Sociale des Chefs d'entreprise. Et avec vous, on va avoir des chiffres très précis de la situation des TPE, PME, celles qui sont vivantes, celles qui mettent la clé sous la porte. D'abord, il faut comparer ce qui est comparable. On a des chiffres qui, comme ça, facialement sont impressionnants. 18 519 chefs d'entreprise se sont retrouvés en situation de chômage, près de 30% de plus qu'en 2021. Mais vous me dites en même temps que c'est pas si terrible que ça, parce qu'il y a eu des années où globalement il y avait la même situation. Donc c'est quoi? C'est la mort naturelle des entreprises, elles meurent, elles vivent, elles se recréent. C'est ça la réalité? Alors bonjour, je vais essayer de répondre à toutes les questions parce que là il y en a deux. Plusieurs. Alors la première, c'est terrible ou c'est pas terrible? Alors ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, au moins plus de 100 hommes, femmes, chefs d'entreprise, créateurs de valeur en France tombent tous les jours dans un silence assourdissant, sans qu'ils aient rien. Vous avez cité le mot chômage, ils n'ont pas de chômage. Il n'y a pas de chômage. C'est, passez-moi l'expression, ils sortent du tribunal de commerce, à la rigueur ils ont le RSA, à la rigueur ils ont l'ATI, une pseudo-aide sur l'indépendant de 800 € pendant 6 mois, et c'est tout. Ils n'ont pas pu se payer une assurance chômage privée, évidemment. Ils n'avaient pas l'information, ils ne savaient pas que c'était possible, parce que bien souvent, l'inconscient collectif, on dit, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes un winner, vous êtes un superwoman, vous êtes Wonder Woman, vous allez gagner, il n'y a que les mauvais qui tombent. Non, les bons tombent aussi. La défaillance d'entreprise, ça existe. L'entrepreneuriat, c'est génial. Je suis chef d'entreprise à l'extérieur d'être président de l'association GSC bénévole. L'entrepreneuriat, c'est super, mais c'est dangereux. Donc aujourd'hui, oui, ce chiffre-là, qu'est-ce qui indique? On a créé un baromètre avec Altares pour justement personnifier et identifier quels sont ces hommes et ces femmes qui tombent, qui sont-ils, que deviennent-ils, donner leur profil. Et là, ce chiffre de 18 000, c'est 100 personnes, et aujourd'hui... Par jour. Par jour, c'est 100 personnes par jour qui ferment l'entreprise. Qui ferment l'entreprise, qui passent par le tribunal de commerce, la boîte est pliée, ce qu'on dit pliée. Avec des dettes parfois, il faut le dire. Parfois avec des dettes, sur ce genre de choses, des fois avec une garantie personnelle sur un prêt bancaire, parce qu'à un moment donné, des fois aussi, ces aspects-là qu'on peut parfois oublier. Il y a une loi qui a été votée qui sépare. Non, monsieur. Mais... Cette loi qui vous dit quoi? C'est que toutes les dettes, on ne peut pas saisir le bien, l'immobilier d'un chef d'entreprise perso sur les dettes de l'entreprise. Par contre, moi je suis chef d'entreprise, je me mets caution personnelle sur un prêt bancaire pour l'entreprise. C'est l'enjeu. Et bien là, oui. Là, la banque vient vous dire, coucou, j'ai une dette, il faut me la payer. Vous êtes caution solidaire. Et donc vendez votre maison parce que vous n'avez pas le choix pour payer votre dette. Voilà. Ça s'appelle un angle mort. Je crois qu'il y a un travail là, qui est mené sur cette question-là. Les banques avaient été sollicitées. Donc vous le confirmez ou pas? Les banques ont été sollicitées, mais aujourd'hui, à un moment donné, c'est le sujet de la protection de l'homme et la femme chef d'entreprise qui doit être pris à bras-le-corps. Mais juste un mot, parce que je ne voudrais pas mettre trop de questions dans mes questions, mais il y a à la fois au même moment des chiffres qui nous disent on n'a jamais eu autant de création d'entreprises. Notre système fonctionne bien parce qu'on est très dynamique, on est très entrepreneur. Les deux sont vrais. Il y en a beaucoup qui meurent et beaucoup qui se créent. De toute façon, ça fait partie de la vie économique. C'est ce qu'il faut dire, c'est que l'entrepreneuriat c'est super, mais c'est dangereux. Donc il y a une mort naturelle. Il y a des chiffres de l'INSEE qui en fin compte qu'on la vie dure. C'est que 40% des entreprises qui se créent meurent dans les 5 ans. Donc il y en a 4 sur 10 qui tombent dans les 5 ans. Ça, c'est le premier chiffre. Il est un peu amélioré. Avant, c'était 1 sur 2. Maintenant, c'est un peu moins. C'est 4 sur 10 là-dessus. Donc de toute façon, c'est le premier chiffre. Et celui-ci, il est naturel. Il ne faut pas être en opposition en disant, excusez-moi, moi je suis chef d'entreprise, le monde de l'entrepreneuriat, c'est fantastique, mais ce n'est pas le monde de bisounours non plus. À un moment donné, c'est dangereux. Donc on anticipe, on se protège, on prépare un plan B. Le baromètre que vous portez avec Astares, ça dit quoi? Les secteurs les plus impactés là, dans ceux qui disparaissent par centaines, enfin, en tout cas 100 par jour? Alors aujourd'hui, on a fait une nouveauté, c'est d'habitude on l'éditait tous les ans. Là, vu les effets qu'on voyait, qu'on identifiait fin 2021
et 2022, on a prédécision de l'étudier au semestre. Ce que l'on voit, et c'est là que c'est ce qui est intéressant, c'est que tous les secteurs d'activité sont repartis au rouge. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est OK, c'est plus 30%, mais en fin de compte, tous les secteurs d'activité, certains, et notamment toutes les entreprises, je dirais B2C, commerce de proximité, hébergement, restauration. Donc on va avoir des secteurs qui vont être à... Conséquences Covid, excusez-moi, ça c'est les effets Covid. C'est l'enchaînement de plein de conséquences. Il y a eu les gilets jaunes, parce qu'on nous entend aussi. Les gilets jaunes Covid. C'est gilets jaunes, c'est Covid, c'est changement de mode de fonctionnement des clients, c'est changement, en fin de compte, problématique de matières premières, problématique d'énergie, problématique, je dirais, l'Ukraine est juste un effet catalyseur des problématiques qu'on avait déjà identifiées. Donc Anthony, personne n'y échappe. Aujourd'hui, personne n'y échappe. Après, vous avez une fourchette. Certains secteurs sont entre guillemets, qu'à plus 10%, et d'autres sont à plus 60%. La restauration, le commerce de proximité, c'est entre plus 30 à plus 60%. Donc il y a des effets d'accélérateur déjà sur le premier semestre. Vous avez ce même côté hétérogène au niveau des départements. C'est que vous allez avoir des régions, la Corse qui est stable, pour une fois c'est même légèrement moins 1, et ça va jusqu'à plus 62% pour les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France qui est souvent cité. Merci Anthony Stretcher, c'est passionnant. Il y a un baromètre à découvrir sur le site GSC tous les 6 mois dorénavant, parce que évidemment ça bouge vite et il faut coller au plus près avec le cabinet Astares, il faut les citer. Altares, baromètre sur le site du GSC. Merci Anthony Stretcher, vous êtes le président de l'association GSC bénévole, on l'aura entendu, chef d'entreprise, et ça fait plus de 5 ans que vous avez créé votre boîte. 12. Donc vous avez passé la barre fatidique des fameux 5 ans. Voilà, la zone rouge. Merci à vous, merci de votre fidélité. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle pour la réalisation. Merci à Héloïse pour le son. Merci à Nicolas Juchat et merci à Léa pour l'accueil invité. Merci à vous pour toutes les réactions, tant sur les réseaux sociaux que la fidélité que vous avez devant votre poste de télévision. Je serai là, évidemment, demain pour une nouvelle aventure, évidemment, un nouveau numéro de Smart Job. Merci à vous. Bye bye.